Eh ben, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous J'améliore mes pratiques. Donc, ce, ouais, je suis en- oui, c'est bon. Ce rendez-vous mensuel de 30 minutes est porté par le service de santé publique, la coordination générale des soins et la direction qualité, dans le but de vous partager des résultats et surtout des propositions d'action d'amélioration qui sont issues d'évaluations qui ont été conduites au CHU, dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement, comme le travail qui va être présenté aujourd'hui. Donc, nous vous passerons la parole d'ici 15 minutes pour répondre à vos questions. D'ici là, nous vous invitons à couper vos micros et bien entendu, nous prendrons également les questions qui seront posées en cours de présentation dans le chat. Donc, ces rendez-vous peuvent être suivis soit individuellement, soit en équipe. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et enfin, sachez que chaque visio est enregistrée et mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. Et vous pouvez retrouver le lien dans chacune des invitations OWA. Enfin, n'hésitez pas à vous renommer sur Zoom pour que nous puissions établir la liste des participants et un petit questionnaire de satisfaction apparaîtra en fin de réunion. Donc, je vais maintenant laisser la parole au docteur Jirka et à Madame Feltri qui vont nous parler de l'alimentation hospitalière suite à une évaluation réalisée par le clan. Merci pour la parole, merci pour l'invitation. Je nous présente rapidement Adam Jirka, je suis médecin nutritionniste, responsable du clan. Audrey Feltri, cadre de santé, Vice-président du clan. vice-président Voilà. du clan. Et on a travaillé en fait sur ce projet, sur le sujet d'alimentation hospitalière avec le service de santé publique, qui nous a permis d'établir en fait un peu de méthodologie autour d'un projet qu'on considère comme très important pour le clan parce qu'il touche directement la façon dont les patients sont alimentés à l'hôpital. On sait qu'il y en a beaucoup qui perdent l'appétit avec le risque de la dénutrition et l'ensemble des acteurs essayent de faire au mieux pour alimenter, nourrir au mieux les personnes malades. Sauf il y a plusieurs freins, plusieurs barrières. Donc, le camp s'est rencontré avec l'ensemble des intervenants pour essayer de définir quels sont les points faibles de ce maillon relativement complexe qui commence par la commande de repas et qui finit par le service au lit des patients, et d'identifier ces points et de finalement demander l'avis aux patients et aux soignants sur ces différents points. Donc, je vais vous montrer en fait les résultats de cette enquête. Nous, on a ce travail, on l'a nommé de façon pratique 12 travaux de l'alimentation hospitalière. L'idée, comme on a annoncé, en fait, c'est l'idée de faire l'état des lieux des différentes phases de processus. On était aidé par Santé publique pour définir un protocole de l'étude. C'est une étude descriptive prospective avec des questionnaires. Le premier volet était adressé aux patients, soit par email, soit par QR code le jour J, soit par l'équipe diététique qui est allée voir en fait les patients qui ne pouvaient pas remplir tout seuls le questionnaire. Et le deuxième volet était adressé dans la suite avec soutien de la direction des soins aux équipes, et chaque UF a reçu en fait cette enquête à remplir par un représentant de chaque UF. On a ensuite recueilli les données et on a été aidé pour l'analyse statistique. Donc voilà, c'est la première diapo qui montre la représentation en fait des réponses. Donc du côté patient, on a eu un taux de réponse 25%, parce que de ce type d'enquête, c'est plutôt correct. On parle de 500 envois sur une journée donnée d'hospitalisation. On peut aussi discuter que 30% des patients qui ont répondu étaient représentés par 3 services. Il y a beaucoup plus de services, mais ils sont un peu dispersés. Ce qui nous a un peu surpris est qu'au niveau de retour des soignants, on a le même chiffre, mais on s'attendait à un chiffre supérieur à 80% parce qu'on considérait que c'est vraiment en fait la question de tous les soignants. Malheureusement, il faut caser cette étude aussi parmi d'autres études, d'autres enquêtes sur d'autres sujets, donc ce n'était pas évident. Alors, les patients, ils étaient hospitalisés. Le site d'hospitalisation était plutôt réparti de façon symétrique entre Hôtel-Dieu et l'hôpital Nord. On a eu
15% à Saint-Jacques et 15% à l'hôpital mère-enfant. La répartition des âges des répondants des patients était majoritairement des adultes entre 40 et 70 ans, 23% avaient moins de 40 ans et il y avait à peu près un quart des personnes âgées, des patients qui avaient plus de 70 ans. La première question qu'on pensait d'être très importante, c'est la question d'aversion. Est-ce qu'on demande aux patients s'ils ont des aversions, parce qu'on sait qu'on peut noter en fait dans notre logiciel 3 aversions et on va automatiquement ne pas servir le repas qui contient un des aliments qui étaient en fait désignés comme un aliment non souhaité. Il y a 58% de patients qui répondent qu'ils ont été questionnés en fait, interrogés sur l'aversion, et quand on demande les soignants, quand on essaie de croiser, on voit que 88% des soignants ont répondu de demander finalement les patients leur aversion. Donc, il y a une différence de 30%. Les patients, dans notre enquête, trouvent que ce n'est pas si fréquent par rapport aux soignants. Alors, choix de menu, un point très important parce qu'on croit qu'avec les moyens qu'on a à la cuisine, on peut faire mieux si on demande le patient qu'est-ce qu'il veut choisir parmi les repas qui sont proposés pour le jour donné. Et donc, on a demandé, est-ce qu'on vous a proposé de choisir votre menu? Les patients répondent dans 60% des cas, jamais ou parfois. Quand on regarde les soignants, est-ce que vous donnez en fait un choix aux patients? On a à peu près le même pourcent en fait de soignants qui disent on ne donne pas le choix. Donc là malheureusement on a une concordance entre les deux résultats qui montre que le choix de menu est relativement rare, insuffisant et c'est un point très fort pour améliorer. Et les deux en fait parties, patients et soignants sont conscients de ce fait. Si on va un peu plus loin sur le choix de menu, si on demande les patients, est-ce que vous aimeriez choisir votre menu? Est-ce que ça vous est égal ou vous préférez le choisir? Il y a quand même 3/4 de patients qui disent oui, c'est important pour moi, je préfère. Si on demande quelle est la façon pour demander votre menu, par quel moyen vous voulez demander, il y a quand même plus de 50% qui demanderaient le menu, qui préfèrent de choisir le menu avec un soignant. Il y a à peu près un tiers de patients qui disent que ça peut être avec un smartphone, avec un écran interactif. Et puis, il y a en fait, avec un smartphone, et il y a à peu près 14% qui disent que ça peut être sur une tablette interactive dans la chambre ou la télé qui est dans chaque chambre. Donc, on voit, si on regarde la même question par rapport à l'âge, on voit que plus la personne est jeune, plus c'est facile d'intervenir avec une tablette ou un smartphone, mais plus on augmente en âge, plus le pourcentage de patients aimerait bien échanger avec le soignant. Et pour la tranche de population supérieure à 70 ans, il s'agit quasiment 90% de patients âgés qui aimeraient bien discuter le menu ou choisir le menu plutôt avec le soignant, mais on a toujours là, au moins 50%, voire plus, ceux qui voudraient en fait, plus jeunes, choisir avec une tablette ou avec un écran interactif. Si on demande d'autre part aux soignants pourquoi le choix n'est pas fait, pourquoi vous ne donnez pas choisir en fait le menu aux patients, vous voyez, il y a 60% de soignants qui disent c'est un manque de temps. Si on tourne la question différemment, on demande alors combien ça vous prend de demander en fait ce menu par patient. Et la moyenne de temps estimée pour faire la demande de menu, ou en fait le choix de menu, c'est 6 minutes et demie par patient, ce qui semble énorme, ce qui est énorme, notamment si on compte qu'il y avait 1000 patients par service. Est-ce qu'il s'agit en fait, ce qu'on n'a pas précisé, d'un menu pour une journée? En général, le choix de menu, c'est pour 48 heures. Mais c'est quand même une prise de temps très importante. Une autre question qu'on a posée, c'était, là, c'est la question qui était posée aux patients, comment on vous a servi le repas? Et vous pouvez observer que dans 60% des cas, le repas était servi en fait dans une barquette, éventuellement 40% des cas dans une assiette avec barquette sur en fait, le plateau. De nouveau, on a demandé aux patients, qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir? Est-ce que vous préférez barquette versus assiette? On a
c'est réparti de façon relativement symétrique par quart. Donc, on a 29% de patients qui disent « je préfère l'assiette », 25% qui disent « mais ça m'est égal », 25% une barquette à usage unique et 22% assiette et barquette. Donc là, on était un peu surpris parce qu'on se disait que ça serait mieux en fait de distribuer en assiette, mais finalement les réponses des patients sont un peu mitigées. On avait aussi des avis des patients qui disent c'est plus écologique de servir en assiette, c'est plus hygiénique de servir en barquette, on mange plus facilement avec une barquette. Donc c'était un peu mitigé, ça ne nous a pas donné forcément une réponse à ce qu'on attendait, à discuter après. Une question importante qu'on a posée, c'est les condiments, parce qu'on sait que les repas, en fait, ça peut sembler de temps en temps un peu fade, et donc il faut donner aux patients les condiments pour qu'ils puissent assaisonner un peu le repas. Et quand on demande en fait les patients, est-ce que on vous a proposé des condiments, vous avez 72% des cas qui disent parfois ou jamais. Okay? Quand on demande la même question, c'est le graphique à droite, aux soignants, c'est un peu l'inverse. Il y a 75% des soignants qui disent « nous, on propose des condiments ». Donc là, il y a quand même une discrépance, en fait, une discordance très importante. Et c'est peut-être une chose à discuter. Nous, quand on a débriefé un peu les résultats, l'idée, c'est que souvent, les condiments sont sur le chariot, sont considérés comme présents, à disposition, mais on oublie un peu de demander au patient et lui donner en fait du chariot, de lui servir du chariot le condiment. On est confronté à des patients qui ont perdu de l'appétit, qui mangent moins, qui ont souvent des nausées. Donc, nous, ce qu'on dit, il faut prendre souvent des petites portions. D'où vient l'idée de proposer 1 à 2 collations avec les plats principaux. Et de nouveau, la question, elle était ciblée dans les deux camps, patients et soignants. Est-ce qu'on vous a proposé en fait une collation? Les patients répondent dans les 71% des cas, parfois ou jamais. D'autre part, on a des soignants qui répondent dans 38 cas, on fait systématiquement distribuer la collation. Donc là, c'est quand même c'est surprenant, c'est discordant, et je pense que ça, c'est quand même un palier à franchir de rendre la collation systémique pour les patients, notamment qui sont à risque de nutrition ou qui mangent moins, tout simplement. On a demandé également s'il y a beaucoup de patients qui se font apporter les repas, donc il y avait 28%. C'était surtout la cause, en fait, pourquoi ils se font apporter les repas, c'était le goût des repas à l'hôpital. Et il s'agissait surtout des patients plutôt jeunes. La majorité, plus que la moitié, c'est des patients moins de 40 ans. La question qu'on a posée aux soignants, c'était qu'est-ce qui fait la commande et qui distribue les repas? C'était concordant, c'était majoritairement en fait des aides-soignantes. Dans certains services, notamment psychiatrie, c'était des infirmières. On a souvent aussi eu le retour qu'il y a des problèmes au niveau de commande et le plat qui est reçu n'est pas identique à la commande. Quand on a demandé aux patients si c'était leur expérience, c'était plutôt rare. Vous voyez, plusieurs fois par mois, voire jamais, c'était plus que la moitié, 70%. Par contre, les soignants trouvaient que c'était beaucoup plus fréquent. Donc ça, c'est une question peut-être à éclaircir, voir. Maintenant, les patients ne souffraient pas forcément de ce problématique qu'ils reçoivent souvent en fait en repas qui ne correspond pas à leur demande. Hop, je retourne. Une question qui nous semblait importante parce qu'on se pose la question comment c'est finalement aperçu en fait le repas, l'alimentation d'une personne malade par les soignants. On a posé une question toute simple. Est-ce qu'on est tous d'accord que alimenter une personne malade, c'est un soin? Et vous voyez, c'est plutôt bonne nouvelle que presque 80% ou plus que 80% du personnel pense en fait que c'est vraiment, ça fait partie des soins. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quelle est la priorisation des différents soins? Alors, les perspectives par une, on est tous d'accord, et ça c'était le point positif, on est tous encore on est d'accord que l'alimentation, c'est un soin. Donc, c'est important.
il est tout à fait évident que l'alimentation impacte l'ensemble du personnel médical et paramédical. Ce n'est pas que la prescription d'un régime, ce n'est pas que le livret en repas, c'est vraiment l'ensemble des soignants qui sont impliqués dans cette prise en charge, dans ce soin. Ce qu'on constate, on essaye de travailler avec la direction de soins dans cette démarche, c'est qu'il faut malheureusement, avec le manque de temps, quand même se poser la question, est-ce qu'on priorise en fait ce soin, l'alimentation, au-delà d'autres soins? Et ça, c'est vraiment difficile à répondre, mais je pense qu'il faut avoir plus, qu'il faut quand même essayer d'avoir plus d'appui sur ces volets de l'alimentation à l'hôpital. Ce qu'on a réussi à faire avancer avec l'équipe de qualité et santé publique, c'était en fait de faire introduire des indicateurs de qualité concernant la version et la dénutrition dans les contrats d'épaule pour 2024. Donc ça, c'est le premier volet très important à lever. Ça veut dire que les pôles sont concernés et ils sont conscients, c'est des en fait volets améliorés. Ce qu'on a en place maintenant à Impair, c'est une expérimentation de commande des repas par tablette intégrée parce qu'on a constaté que c'est un temps important qui consomme une partie de l'activité des aides-soignantes notamment. Si on peut soulager le temps, si on peut le raccourcir pour les patients qui sont valides, qui peuvent en fait, qui sont à l'aise avec informatique et faire la commande eux-mêmes en individuel, en autonome, ça, c'est que du bon sens. Et en même temps, actuellement, on est en train de valider une commande sur une tablette intégrée dans chaque chambre du patient, en impair. C'est une phase de test de validation. Donc, nous, on croit qu'il y a une marge de manœuvre importante et on voudrait partager en fait ces résultats avec vous pour discuter justement quelles sont les problématiques que vous rencontrez et qu'est-ce que vous pensez de ces résultats pour entendre et répondre à vos commentaires. Merci pour l'attention. Je ne sais pas si Audrey, tu as des remarques comme ça. Je compléterai avec les questions. OK. Je vais arrêter le partage. Merci pour cette présentation. Du coup, on va pouvoir donner la parole aux personnes qui se sont connectées pour ce sujet très important de l'alimentation hospitalière, voilà, qui touche les soignants et les patients aussi, parce qu'on voit à travers les enquêtes de satisfaction que voilà, la question des repas est très importante pour les patients. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir la séance de questions? J'ai pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro, vous présenter et à prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Léonore Guillemot, je suis interne de santé publique. On était justement en comité info usagers lundi avec des représentants des usagers qui ont parlé justement de cette question du choix du menu, du contenant de l'alimentation pendant l'hospitalisation. Et je m'interrogeais un peu comme vous sur cette diapositive que vous nous avez montrée où finalement on pourrait croire que les patients ont vraiment envie de manger dans une assiette et où c'est très mitigé. Qu'est-ce qu'on pourrait un peu tirer j'ai l'impression en tout cas que finalement comment dire, les endroits où on peut agir sont plus au niveau du choix du menu, de la préposition de la collation et des condiments. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu concentré sur le contenant alors que finalement, ce n'était pas le plus important pour le patient, j'ai l'impression, avec les chiffres que vous avez trouvés? Oui, c'est un peu les chiffres qui nous ont surpris. Je pense que en fait, comment le repas, souvent on dit, ben, c'est pas bon, c'est pas au niveau gustatif. Bon, il y a aussi des gens qui sont très contents, c'est plutôt rare, mais il y a des gens qui sont très contents de l'alimentation. Donc, on se dit comment est-ce qu'on peut améliorer? Donc, on a parlé des condiments, on a parlé de la présentation. Vous savez très bien qu'il y a des personnes handicapées qui ne peuvent pas même ouvrir la barquette. Donc, c'est difficile de manger en fait de la barquette. Et puis, l'effet un peu esthétique, servir le repas dans une assiette,
Nous, on y croit, le clon était toujours derrière pour servir en fait un assiette. Maintenant, c'est un chiffre, c'est pas ce que la façon de servir probablement qui décide. Je pense déjà ce qui est servi, c'est aussi important, voire plus important, avec les résultats qu'on a eus. On sait que dans le futur, il y aura sans doute une partie servie dans les assiettes, ou majorité servie dans les assiettes. Ça peut simplifier les choses. Il y a des gens qui se posaient la question sur l'hygiène des repas servis sur l'assiette. Bon, donc il y a aussi cette connaissance des différents processus de préparation des repas, de mise à froid, chaîne froide, et puis servir le repas, qui est peut-être méconnu par les patients. Nous, on a fait un moment, en fait, une vidéo sur toute cette chaîne, comment ça fonctionne, la cuisine centrale, etc. Et un jour, on aura tout sur l'assiette, et je pense que ça va régler un peu le problème. Et pour certains, ça peut quand même être bénéfique. Merci. Enfin, sur l'hygiène, c'était plus le côté, la barquette filmée et rassurante, en fait, Rassurant. dans un milieu hospitalier pour le patient qui peut être effrayant. Je pense que la barquette fermée avait ce côté rassurant, en tout cas dans les verbatim. Oui, certains c'est ce qui considéraient ça pouvait, plus propre. ressortir. Voilà. Du coup, moi, je me demandais, c'est vrai, là, je ne sais pas s'il y a des aides-soignantes connectées. En fait, on voit qu'ils ont un rôle très, très important, en fait, dans les étapes que vous avez présentées. Euh, et du coup, je me demandais si vous aviez des modalités de restitution ou de communication spécifiques d'identifier auprès de ces professionnels qui ont un rôle enfin, très important et peut-être à valoriser aussi par rapport à l'alimentation, au risque de dénutrition des patients. Notre stratégie, je ne sais pas si c'est bien ou pas, on peut en discuter, en fait, c'était de passer le message par le haut. Parce que finalement, ce qu'on a constaté, qu'il y a tellement de tâches en temps réduit que ça dépend de service, ça dépend de le même service, mais deux unités. La priorité de commande de repas, de choix de repas versus d'autres activités peut différer vraiment entre deux unités du même service. Donc, l'idée, c'est en fait, de façon un peu institutionnelle, de revoir en fait cette inciter de nouveau cette activité autour de l'alimentation, de choix de repas, simplifier les tâches, si possible. Il y a aussi des aides-soignants ou des retours qu'on a eu qu'il n'y a pas assez d'ordinateurs pour faire la commande, par exemple. Donc, vous voyez, ça va vraiment, ça va assez loin. Mais l'idée, c'est de passer le message comme une priorité, voilà, par la direction de soins. C'est vrai que le fait que le recueil d'aversion et le recueil d'indicateurs de dénutrition là, apparaissent dans les contrats de pôle, je pense que ça peut être aussi un levier pour aller resensibiliser les équipes. Dès qu'on voit des aides-soignants pour rappeler l'intérêt du recueil d'aversion, forcément, il y a le lien avec la dénutrition qui est systématiquement fait. Proposer quelque chose à un patient qu'on sait qu'il ne va pas manger, qu'il n'aime pas, c'est pas normal et c'est la première chose à faire pour lutter contre la dénutrition. Je pense que c'est aussi par des petits messages comme ça. Ce qu'on a, bien sûr, on a réfléchi comment interpeller en fait les nouveaux arrivés, par exemple, à une journée en fait d'accueil. Mhm. Et on a dit, ben, est-ce que c'est pas le moment justement à tous ces nouveaux arrivés employés de soignants en fait de CHU à ce moment-là de passer le message court sur la dénutrition. Mais en général, il y a tellement d'informations déjà, c'est tellement plein la journée que bon, il faut peut-être un lobbying plus important pour intégrer 15 minutes un message simple. On a aussi proposé en fait des cours de réévaluation. On a en fait, justement, on avait une question, moi je ne l'ai pas présentée. Est-ce que vous serez d'accord d'avoir des informations dans les services, on passe en fait nos responsables du clan dans les services pour en former sur le choix du menu, de faire un peu des cours, comment j'utilise, parce qu'on sait que le turnover des soignants est très important, et puis si ça passe pas, comment on fait, c'est pas fait. Donc, ne pas faire disparaître cette idée avec des formations régulières. Mais la réponse, n'était pas forcément d'avoir des formations sur ça, ce n'était pas tellement prioritaire dans la réponse des soignants.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut profiter de la présence du clan pour poser des questions autour de l'alimentation après cette présentation? Je peux avoir une question? La première intervenante, c'était Léonore Guillemot, l'interne en santé publique. Qu'est-ce qu'ils ont dit en fait, les usagers? Est-ce qu'ils en avaient d'autres remarques par rapport, vous avez dit oui, ils n'étaient pas contents avec le choix de menu, le Oui, en fait, contenant. Est-ce qu'ils avaient d'autres remarques? Parce que nous, on a eu des retours des patients, mais bah, c'était surtout en fait, on avait deux représentants des usagers au comité info et en fait, on regardait les résultats de l'enquête de satisfaction des patients ISATIS, où ils ont 15 jours après leur hospitalisation un questionnaire fait par la HAS. Et il y a toute une partie sur la qualité des repas. Et ce score-là, en fait, la direction qualité notait que c'était quand même un peu celui qui faisait baisser le score global de satisfaction, mais sans qu'on ait vraiment de détails sur ce qui pouvait pêcher, à part dans les verbatims où les commentaires récurrents, c'est surtout que le repas est tôt. Souvent, les patients se plaignent que ce soit à 18 heures, c'est pas toujours facile dans certains services. mm, Je pense mm, ça, c'est quand même quelque chose qui revient. Et la diversité et, le manque de choix et la qualité en général. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui ressortait mm, vraiment pour le côté mm, qualitatif de cette enquête-là. Et que c'est forcément une priorité, même au niveau valorisation de la satisfaction de l'établissement, parce que ça a un impact mm, c'est quand même une partie très importante, la restauration. Et si on arrive justement à faire passer, le message est passé que c'était un soin, l'alimentation, mais en fait, il faut que dans les actes, ça se traduise. J'ai l'impression que c'est plutôt donner les moyens aux équipes de pouvoir concrétiser ça auprès du patient. On retournait au choix. Oui, simplifier peut-être les tâches et retourner un peu au choix des patients. Ce qui est, nous, on n'aime pas, vous avez dit, c'est servi trop tôt le repas du soir. C'est vrai, nous, on n'aime pas trop le jeûne nocturne prolongé chez le patient à risque de nutrition parce qu'il va perdre encore plus d'énergie le temps qu'il ne mange pas. Donc, d'où vient l'importance des collations. Ce qu'on a essayé aussi un peu d'éclaircir dans cette enquête. Et en fait, tous les points qui sont révélés par les usagers, c'est tout à fait pertinent. Donc, choix de repas. Je pense que c'est difficile par rapport à l'organisation globale, on verra sur Nouvel Hôpital si ça est plus facile de décaler un peu le temps de repas par rapport aux soins. Ça, c'est une chose à discuter, mais c'est vraiment un point qui est national et que, en général, c'est 18 heures, ce qui est trop tôt par rapport aux habitudes et par rapport aux jeunes nocturnes. Donc ça, c'est évident. Ouais. Mais bon, ça correspond un peu aux questions qu'on a essayé de comprendre. Et puis, quand même, il y a des actions pour améliorer. Et je pense que le choix repas, ça semble banal, mais le choix de repas, le chapitre juste avant ou le pas avant, c'est l'aversion. Déjà, avec l'aversion renseignée, vous arrivez à éliminer les repas qui vraiment le patient ne veut pas manger. Mm, mm. Eh ben, merci à tous pour votre participation et pour cette présentation. Donc, je Merci. pense que le clan pourra répondre à d'autres questions plus en direct. Si vous avez une BP ou pas, je ne sais plus si vous avez, ou c'est vos mails individuels pour Oui, d'autres. il y a une BP-clan. Ok. C'est facile, BP-clan, CLAN. Voilà. Et donc, pour tout le monde, la présentation est Merci. enregistrée et sera mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. N'hésitez pas à répondre au court questionnaire de satisfaction qui va apparaître quand vous allez quitter la visio. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et merci encore Adam Jirka et Audrey Feltri pour votre intervention. Merci beaucoup. Bon Merci après-midi. à vous. Bon après-midi. Merci. Au revoir.